Eh bien, ça y est, je pense que tout le monde nous entend, j'espère. Envoyez-nous un petit message, s'il vous plaît, si effectivement vous nous entendez. Normalement, on a vu la cible 19-8, etc., se dérouler. Oui, le chat Mmh. démontre qu'on nous entend. Bien, Parfait. avez-vous vraiment besoin d'un XLMS, un programme concocté par Expertime et Fefor? Expertime est représenté par Mathieu. Alors Mathieu, c'est toi qui déroule les slides ou c'est moi? Allez, je le C'est moi. fais. Très bien, Ah alors ou vas-y. bon. Allez, passe au suivant alors. Bon, en tout cas, bonjour à tous et merci Bonjour à de toutes et votre à tous. présence. Oui. Voilà, alors déjà, si tu pouvais te présenter, ce serait pas mal. Ah bah, écoutez, donc moi je suis, donc directeur du développement chez Expertime, l'un des 3 associés, actif dans ce secteur d'activité, depuis 2000, voilà, dans des entreprises, de nationalités différentes et depuis 2008, chez Expertime. Bon, alors tu peux aussi peut-être présenter Mathieu Expertime, qui est un Alors, des plus anciens intervenants dans le monde du e-learning, puis du digital learning, des plateformes, etc., sur le marché français. bah oui, figure-toi qu'on va fêter, donc cette année la 20e année de collaboration et de partenariat avec Leroy Merlin. Incroyable. Tu m'enverras une boîte de champagne, une caisse de champagne ou ce sera à Leroy Merlin? Bien évidemment. Voilà, donc Bien. Expertime, voilà, un acteur du digital learning. On est éditeur, de plateformes, et d'une offre globale dans le digital learning avec, des services professionnels d'accompagnement sur l'ensemble des métiers derrière ces solutions. Très bien et je confirme que, en tant que cabinet fait fort, cabinet indépendant, accompagnant les entreprises, les aidant à choisir leur plateforme, a été amené à plusieurs reprises à, intégrer dans des listes restreintes, de fournisseurs, suite à l'expression des besoins des clients, Expertime et qu'on a toujours eu à se féliciter, des retombées, de cette solution chez les clients que nous conseillons. Donc, voilà, à suivre. Je m'appelle Michel Dia, je suis responsable, un des directeurs associés du cabinet Fefor, donc je viens de décrire très vite un de nos métiers, par ailleurs directeur de la rédaction d'e-learning Letter, qui est un web média d'information professionnelle sur le digital learning auquel vous pouvez vous inscrire pour recevoir gracieusement tous les lundis notre newsletter. Alors, le programme de l'heure qui vient, vous l'avez sous les yeux. Déjà, on va vous parler de l'écosystème digital de formation. Évidemment, Mathieu vous donnera son point de vue dessus. Il est particulièrement bien placé parce qu'il y a tout un ensemble d'outils qui existent chez Expertime qui finissent par couvrir en fait la totalité du spectre des besoins des entreprises. On verra que le mot simplement du deuxième item n'est pas le moindre mot. Comment organiser finalement cet écosystème pour à la fois piloter, créer des ressources, engager les collaborateurs, coacher parce qu'évidemment, mettre des ressources pédagogiques à disposition des collaborateurs, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut coacher, en tous les cas accompagner, c'est certain. La question de la formation contribuant à la performance opérationnelle de l'entreprise ou à la mobilité des collaborateurs, très bien, mais on va parler de connaissances et de compétences pour essayer de, comment dirais-je, d'éclaircir un petit peu ce débat. On va parler aussi, on a décidément un programme chargé, de ce qu'on appelle l'extended learning, c'est-à-dire de la formation qui est délivrée par une entreprise à ses partenaires, que ce soit les clients, les distributeurs, les fournisseurs ou autres. Et puis on essaiera de voir s'il est possible de mutualiser un certain nombre de ressources et finalement, si on ne voit pas se gommer progressivement cette frontière entre la formation des partenaires et la formation des collaborateurs. Et puis, last but not least, la question de l'impact de la formation, puisqu'on sait aujourd'hui que la formation cesse d'être dans ce statut d'extraterritorialité où elle vit sur un budget sanctuarisé. Non, de plus en plus, on lui demande de faire la preuve qu'elle a un impact positif sur le développement du capital humain, sur les grandes questions de la transition écologique, de la transformation numérique, etc. Et bien entendu de la performance opérationnelle des métiers. Voilà, un programme chargé. J'essaierai de ne pas être trop bavard parce que je suis passionné
par ces questions, mais je propose, mon cher Mathieu, que l'on aille directement sur le premier sujet qu'on a appelé portrait robot de l'écosystème digital de formation actuel et à venir. Et alors là, mon Dieu, explique-moi un peu de quoi il est question. Bah voilà, donc c'est un peu pour effectivement mettre les pieds dans le plat pour commencer. Donc c'est une infographie de loi de consulting qui effectivement expose un peu la problématique dans laquelle on se trouve aujourd'hui après une dizaine d'années d'innovation frénétique dans notre secteur d'activité, qui démontre tout l'enjeu qu'il y a effectivement à la fonction L&D. C'est une très bonne chose, mais alors on en arrive à un point où on se pose la question effectivement de comment est-ce qu'on orchestre tout ça, quel est le rôle central ou pas central du LMS dans tout cet écosystème qui ne cesse en fait de s'enrichir. Bon, il y a eu la logique de la complémentarité de l'interne et de l'externe en termes d'accès à des contenus, mais les nouveaux territoires de l'expérientiel. Bon, avec la France, on a vu l'arrivée de l'enjeu sur la formation en situation de travail, et puis également plus récemment de la montée en puissance enfin, l'arrivée de logiques de workflow-based learning ou le workplace learning avec des acteurs comme WalkMe, Teams de Microsoft, Workplace, dans certains cas Salesforce. Donc voilà, donc on a en fait aujourd'hui un accès pour les apprenants qui se produit, un accès à la formation qui se produit dans des environnements démultipliés. Et donc, quid de la capacité derrière de pilotage pour les équipes L&D, d'avoir une vue d'ensemble. On comprend qu'on va avoir la possibilité, des facilités pour se former plus, mais est-ce que c'est pour produire les résultats qu'on attend? Donc c'est un peu les interrogations. Alors c'est vrai, Mmh. juste un instant sur le slide précédent, Mmh. Mathieu, c'est Ouais. vrai que, on a, là on a un vocabulaire, là je pense que l'Académie française va nous tomber dessus, hein, parce qu'elle s'est plaint, récemment, à juste titre, hein, du franglais, de l'intervention de plus en plus massive de ces termes, dans notre vocabulaire. Mais c'est vrai que dans le monde de la formation, juste j'ouvre une parenthèse que je vais fermer très vite, on est malheureusement contraint d'utiliser un vocabulaire. Il faut reconnaître que la créativité au plan sémantique se trouve dans le monde anglo-saxon plutôt que dans le monde français, qu'on a du mal à traduire tous ces concepts, même s'il ne faut pas évidemment systématiquement rejeter les possibilités de cette traduction. Mais je voudrais insister sur un point, euh, c'est ce vocabulaire, comment dire, il est significatif dans le sens où, par exemple, quand on parle de formation en France, évidemment, on est orienté sur le formateur ou sur le processus de former. Quand on traduit ça par learning dans le monde anglo-saxon, on a évidemment une orientation apprenant sur le learner. Donc, derrière tous ces choix de vocabulaire, il y a quand même des choix de positionnement, presque des choix pédagogiques ou de philosophie de la formation. Je voulais le souligner et te laisser la parole pour la suite sur Ouais. le sujet de piloter, créer, engager et coacher. J'ai lu récemment le livre blanc d'un confrère qui avait l'humilité de dire que il essayait d'être pédagogique, mais que lui-même avait parfois du mal à s'y retrouver. Donc c'est dire. Mais donc c'est en fait derrière tous ces acronymes, oui, c'est plein de sujets intéressants. Il y avait une image qui m'est venue en tête, c'est en 68 aux Jeux Olympiques, il y a un athlète du nom de Fosbury qui a inventé une nouvelle manière de sauter. Elle appelait ça le Fosbury flop. Et depuis, tout le monde saute voilà, sur le dos. C'est comme ça qu'on fait le meilleur saut. Mais très bien, mais nous, on n'est pas monodiscipline, en fait. On est avec 23 disciplines. C'est même pas du pentathlon, là. Entre 2018 et 2011, il y a eu 13 solutions de plus en moyenne possédées par les entreprises. Hein, donc, c'est vraiment ce côté exponentiel. Et du coup, c'est vrai que tous
nos interlocuteurs à ce séminaire sont avec une problématique qui est de comment est-ce qu'on jongle avec toutes ces solutions. Comment est-ce qu'on déploie, non seulement en France, mais parfois à l'international, des compétences pour administrer autant de solutions, autant de back-office. Ça devient très complexe. Et alors, on a exploré des nouvelles manières de travailler je dirais le développement des connaissances plus rapidement, le développement de la compétence voilà, de plusieurs façons. C'est très positif. Je ne pense pas qu'il faille faire de retour en arrière, bien évidemment. Mais en fait, aujourd'hui, les retours des directions L&D, c'est quand même comment est-ce qu'on peut simplifier le débat. Donc, on comprend bien que là, il y a aujourd'hui un enjeu maintenant sur ce sujet. Si je peux me permettre, Mathieu, de réagir sur cette liste d'acronymes, de plateformes, d'outils qu'on voit sur ce slide, c'est vrai que il y a au milieu du slide, au milieu de la liste, la gestion du présentiel avec le TMS. Alors TMS, derrière chacun de ces acronymes, évidemment, il y a des mots pour Training Management System. Les Training Management Systems, ce sont grosso modo des logiciels qui existent dans les entreprises depuis une quarantaine d'années. Je pense que j'ai dû développer dans une précédente société un tel logiciel spécifique. C'était pour la distribution sud-est d'EDF. Donc, les entreprises avaient besoin de gérer de toute façon les listes d'attente, les inscriptions présentielles, les documents, comment dirais-je, qui sont attachés à du présentiel, évidemment, l'émergement, voir les feuilles d'évaluation, etc. En deuxième lieu, parce qu'il faudrait effectivement, là, on a une photographie de où on en est arrivé aujourd'hui, mais c'est bon aussi d'avoir une généalogie. En deuxième lieu, on a vu quand même arriver les plateformes LMS, qui sont celles qui finalement permettaient très largement de diffuser massivement des modules e-learning, de faire du reporting, d'évaluer les connaissances acquises, etc. Et donc, pendant finalement, je pense, tu as connu cette période, Mathieu, pendant une dizaine d'années, on a vécu principalement avec les TMS, complétés par des LMS, parfois avec des difficultés d'interfacer les deux, des LMS qui ont commencé à aller sur le territoire des TMS en s'appropriant un certain nombre de fonctionnalités des TMS. Et puis, je pense que la grande nouveauté, ça a été l'arrivée de l'iPhone en 2007, qui là a déclenché finalement toute la question des usages digitaux par les utilisateurs, c'est-à-dire aussi par les apprenants. Et on a vu arriver un grand nombre de nouvelles plateformes qui essayent chacune de se positionner sur son territoire. Et donc la problématique soulignée par Mathieu est parfaitement exacte, valable, c'est comment est-ce que les services formation hiérarchisent leurs besoins en termes d'outils, comment est-ce qu'ils vont faire correspondre des spectres de besoins à des outils, puis après comment ils intègrent ces différents outils. Donc effectivement, il y a la photographie qu'on peut faire à un instant T. Cette photographie l'année prochaine ne sera pas la même. Ce qui est important, c'est de comprendre la généalogie qui fait qu'on arrive finalement à cette espèce de multiplication d'outils, très largement d'ailleurs sous la pression des métiers des utilisateurs. On peut passer peut-être à la suite, Mathieu. Donc, voilà. Donc, en fait, tout le sens de notre industrie et de la mission d'L&D, c'est développer de la compétence. Et développer de la compétence, ça va supposer d'aller effectivement jusqu'à au transfert sur le terrain et pas uniquement sur de l'acquisition de connaissances. Donc, l'approche XLMS qu'on présente aujourd'hui, elle vise justement à simplifier le débat en abordant ces 4 dimensions de pilotage, de création, d'engagement et de coaching. Alors, c'est l'idée de faire justement, d'amener de la simplicité sans être simpliste. Alors, sans être simpliste, ça signifie sans faire le deuil de ce qu'on a su inventer en termes de nouvelles manières d'être plus efficace. Alors, il y a une façon d'être simple avec des solutions qui sont prêtes à l'emploi, mais qui doivent pouvoir aussi être hautement personnalisables, scénarisables, évolutives dans la durée. Donc, ça, c'est un point important. La capacité de servir aussi les différents profils. Euh,
on a aussi souvent des organisations qui vont devoir avoir des logiques de décentralisation. Donc, comment est-ce qu'on sert réellement efficacement les rôles respectifs de chacun? Comment est-ce qu'on embarque les managers, les tuteurs, donc les superviseurs d'organisation? Tout ça, c'est des enjeux. Et puis ensuite, il faut un environnement qui certes soit unifié, mais qui reste évidemment ouvert. Parce que toute cette créativité qu'on a vue, on peut faire le pari que ça va pas s'essouffler comme ça. Donc il faut garder de l'ouverture et pas uniquement devoir s'en tenir je dirais à la plateforme à laquelle on fait confiance. Voilà, donc les 4 grandes dimensions que doit servir la plateforme, c'est le micro-learning. Ça a été une des innovations des plateformes de mobile micro-learning qui ont créé du réflexe apprenant quotidien en faisant levier sur le smartphone. Le macro-learning, évidemment, c'est un peu l'inconvénient des plateformes de micro-learning, c'est qu'elles sont pas très adaptées au macro-learning. Alors, macro-learning, c'est quoi? C'est plutôt les formations blended où on va mixer présentiel, classe virtuelle, les missions, etc. Et le e-learning. Le university learning, c'est ce que Josh Bersin appelle vraiment les programmes de leadership, les programmes très construits. Et puis l'experiential learning, c'est tout l'enjeu effectivement de développement de compétences sur le terrain. Voilà. Donc là, Alors, on est. Oui, je t'en prie. on s'arrête un instant là-dessus. Ouais. Finalement, les éléments que tu mentionnes là, faire simple, du prêt à l'emploi hautement personnalisable, servir chaque profil, unifié mais ouvert, ça, au fond, c'est des éléments qui doivent figurer dans tout cahier des charges, dans toute expression des besoins d'une plateforme de formation aujourd'hui. La question étant de savoir, c'est comment est-ce qu'on réalise, évidemment, comment est-ce que nos outils, l'écosystème réalisent cela. La deuxième, donc c'est presque une question que je te pose, mais j'imagine que tu aimes trouver, toi, en tant que fournisseur, ces éléments à l'intérieur du cahier des charges de la formation. Ça aide à structurer la demande. La deuxième chose, c'est une question que je voudrais te poser. Quand tu parles de plateforme de formation, Mathieu, finalement, est-ce que tu parles d'une plateforme LMS, d'une plateforme, d'un des éléments finalement du vaste écosystème digital de formation dont on a parlé précédemment dans le slide, ou est-ce qu'au fond, pour toi, plateforme de formation, ça devient une espèce de terme générique avec un grand P, un P majuscule, c'est-à-dire l'ensemble des outils qui sont intégrés pour constituer la plateforme technologique aujourd'hui des directions formation. C'est dans ce sens-là, j'imagine, ce deuxième sens que tu le vois, et pas dans le Bah, sens restreint. c'est effectivement, là, tu as la notion d'écosystème, mais la plateforme de formation, c'est effectivement celle qui va porter l'initiative dans son ensemble. Et on voit des mouvements, hein, les solutions LXP qui ont été une manière de rassembler des sources différentes pour l'apprenant sont aujourd'hui tout en train d'aller essayer de regrimper l'échelle pour être plutôt considérées comme des plateformes aussi de pilotage. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas faire le deuil du pilotage. Euh, et l'enjeu, c'est effectivement d'avoir une plateforme qui sert le maximum de leviers, quitte à être complétée sur telle ou telle dimension. Ouais. D'accord. Alors, on peut s'arrêter aussi sur le schéma que tu proposes et tu as rappelé que c'est Jos Bersin qui en est l'auteur. C'est vrai qu'il faut lire aussi tout cela pour éviter de parler de plateforme en général de façon un peu abstraite et théorique, etc. Il faut ramener tout ça aux enjeux de formation dans l'entreprise. Par exemple, le micro-learning, c'est typiquement ce qui va servir à un collaborateur qui est en train de travailler sur quelque chose et qui a besoin d'un complément de formation, mais distribué immédiatement accessible dans le flux du travail, d'ailleurs, pour reprendre l'expression de Bersin. Alors, prenons un exemple tout bête. Hein, je suis vendeur, je vais chez mon client, je sais qu'il va être intéressé par tel produit, est-ce que je ne peux pas me rafraîchir dans la salle d'attente, finalement, via, par exemple, mon iPhone ou mon smartphone sur le produit en question. Je suis en train de travailler, je veux créer un tableau croisé dynamique sur Excel, mais je ne me souviens pas comment je fais. Est-ce que je peux accéder immédiatement à une ressource? Là, on est dans le micro-learning. Quand tu parles de macro-learning, je pense que tu penses à des parcours de formation. D'ailleurs, tu parlais de blended learning, là, qui agence différentes modalités, différentes ressources, etc.
Tout ça pour dire que dans l'enjeu 1, par exemple, on est dans l'enjeu de performance opérationnelle du vendeur ou de l'utilisateur de la bureautique et autres. Avec le macro-learning et le parcours de professionnalisation, peut-être un petit peu plus dans une mobilité, par exemple, dans le développement du capital humain, individuel ou collectif, à moyen ou long terme. Donc, il faut toujours en fait ramener ces dispositifs et ces approches aux grands enjeux de formation à l'intérieur de l'entreprise. On les connaît, hein, je viens d'en citer deux, mais on peut reparler aussi de la transformation numérique, des compliance, etc. Je pense que tu seras d'accord avec ce point de vue, Mathieu. En fait, il faut adresser toutes les temporalités. Donc, tu as la Mhm. temporalité, effectivement, de comment est-ce que j'occupe les 10 minutes dont je dispose à un moment donné, comment est-ce que j'occupe le réflexe que je peux avoir, voilà, de sortir mon smartphone et d'en avoir un usage de développement, éventuellement, comme tu le citais, dans un contexte aussi particulier. Ensuite, le macro-learning, ça va aller d'une formation un peu costaud qui dure quelques heures avec des modalités différentes, des points événementiels de formation live en présentiel ou en distanciel, des moments d'application, des moments de retour sur l'application, etc. Et puis, tu as également euh, des entreprises qui vont déployer même un diplôme universitaire au sein de la plateforme. Et là, tu es sur un parcours qui va durer 10 mois. Et donc, c'est clair que voilà, il faut avoir une logique à ce moment-là d'accompagnement et d'orchestration du temps long. Donc, c'est ne plus avoir des systèmes différents suivant les temporalités, c'est-à-dire d'avoir une plateforme qui va servir ces différentes modalités et ces différentes temporalités. Très On va bien. zoomer un peu sur ces leviers. Alors, zoomons sur ces leviers. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, il y a donc un effort aujourd'hui du marché pour amener des plateformes intégrées. En tout cas, chez Expertime, donc ce concept de XLMS est celui voilà qu'on a mis en avant pour euh, décrire en fait une solution qui va être à la fois avec de la profondeur fonctionnelle et de la couverture globale L&D. On n'est pas sur de la couverture SIRH, on est vraiment sur le L&D, les learning et compétences, et de la profondeur sur le pilotage, création, engagé, coaché. Alors, dans l'engagement, là, on voit qu'on a une image de smartphone. Donc, on a compris qu'une des façons d'engager, c'est d'avoir justement une présence forte sur le smartphone avec du mobile micro-learning, mais aussi avec de la gamification, avec des logiques de gamification passive et de gamification active. La gamification active, c'est la possibilité de faire des duels de connaissances, par exemple, ou des challenges d'équipe. Donc, c'est des choses voilà, qui sont vraiment susceptibles voilà, de faire que le comportement apprenant voilà, devienne plus présent et que le smartphone puisse être le lien. Alors nous, c'est notre vision, que le smartphone puisse être vraiment le lien avec les apprenants, à la fois sur le côté miroir d'une plateforme puissante, c'est-à-dire mes formations, mon agenda avec tous mes événements, mon accès au catalogue avec tous les filtres, la possibilité de me former offline ou online. Ça, c'est le côté un peu miroir plateforme. Et puis le côté très mobile micro-learning. On va zoomer un peu ce que c'est sur le micro-learning tout à l'heure. Euh, et puis, évidemment, en offrant là, je reviens sur l'enjeu de départ, aux équipes L&D, une capacité d'avoir un pilotage unifié, c'est-à-dire d'un seul back-office. Ce n'est pas un back-office pour le mobile micro-learning, un back-office pour le LMS, etc., etc. Très bien. Alors, ça nous amène à cette dimension qui est effectivement comment qu'est-ce qu'on va chercher exactement? Est-ce qu'on s'occupe de développer les connaissances ou est-ce qu'on va chercher de la compétence et qu'est-ce que ça implique? Sur l'approche, je dirais l'approche Netflix de la formation, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, qui a beaucoup intéressé parce que c'est une manière d'amener voilà, une richesse aux apprenants et donc c'est quelque chose qui est visible, qui a une dimension généreuse. Voilà, pour être levier dans le comportement apprenant. Maintenant, les résultats, et bon, c'est à nouveau une source Bercine, c'est que effectivement, 96% des entreprises ont une démarche qui vise justement cette offre contenu, plutôt centré sur un comportement auto-apprenant.
responsabilisées, mais que seuls 24% considèrent qu'elles réussissent dans cette démarche-là. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage? C'est que finalement, beaucoup d'apprenants, là on parlait tout à l'heure des L&D qui sont un peu potentiellement perdus dans la foule des solutions, mais là beaucoup d'apprenants sont eux perdus dans le magasin de jouets, quoi. L'apprentissage proactif est pas si évident pour tout le monde, et comment est-ce que on détermine effectivement clairement finalement la compétence qu'on doit développer, les moyens pour la développer, et comment est-ce qu'on fait du choix. Donc c'est là où il y a du besoin de mobiliser non seulement les équipes formation, mais le manager dans ce rôle d'accompagnement, euh, de clarification d'objectifs, aussi de permettre des approches cycliques dans la durée avec du coaching terrain. L'approche cyclique, c'est vraiment l'idée que, bon, ça aussi, c'est la bonne nouvelle, c'est que les plateformes, elles se contentent plus de servir les superstars, les high potentiels, etc. Là, on va servir les rockstars, qui sont les piliers de l'entreprise, qui, dans des entreprises plus plates, vont peut-être occuper les fonctions plus longtemps, mais vont pouvoir se passionner pour une meilleure maîtrise, en fait, de la fonction qu'ils occupent. Et donc là, on est sur des logiques qui se créent dans la durée. Évidemment, plus on va être sur des compétences humaines type Power Skills, qui sont celles qui sont de toute évidence aujourd'hui très très valorisées, parce que les plus pérennes, et qui offrent beaucoup d'agilité en fait aux individus. Tout ça, ça se fait dans la durée. Voilà. On a, si tu veux, Mathieu, des échanges intéressants là, dont je prends connaissance dans le chat, des échanges de Gaël, des sujets traités par Gaël et par Ludivine. Alors, il y a une question, par exemple, le catalogue des objets de formation, est-ce qu'il doit être dans le Training Management System ou dans le LMS? Voilà. Est-ce que tu as une réponse toute faite à ça, ou ta réponse est ça dépend? Quelle est ta vision là-dessus? Alors, moi, j'ai une vision qui est celle aussi de ma position d'acteur, mais c'est ma conviction profonde, c'est que c'est plutôt dans le LMS que le catalogue doit se trouver, parce que c'est le LMS qui va avoir la capacité de décrire l'ensemble de l'offre. Et l'ensemble de l'offre, c'est fait effectivement de contenu de formation structuré, mais c'est aussi fait de ressources pédagogiques en libre accès. Donc il y a une logique à ce que l'apprenant soit dans cet environnement-là, et donc visualise l'ensemble de l'offre, puisse faire des demandes de formation, soit qu'il puisse s'auto-inscrire, soit qu'il puisse faire des demandes qui seront validées par son manager ou les RH. En revanche, les TMS vont parfois avoir des équipes d'administration de toute la logistique du présentiel, et qui, via une connexion avec la plateforme, euh, va permettre de faire finalement pour ces équipes-là de n'avoir qu'un seul environnement de pilotage. Voilà. Donc ça, on a ces des cas de figure qu'on rencontre effectivement. Voilà. Autrement dit, on pourrait considérer que le Training Management System est puissant pour le catalogue et la description des cours présentiels, hein, la fameuse fiche produit, les objectifs pédagogiques, les séquences pédagogiques, la durée, comment dirais-je, les modalités pédagogiques, etc. Mais que ça peut être décrit à l'intérieur du catalogue de la plateforme LMS. Aujourd'hui, c'est possible, déjà depuis un certain nombre d'années, sauf qu'en plus, dans la plateforme LMS, le catalogue permet de décrire tous les autres formats de formation qui n'existent pas. Ce serait, si je te comprends bien, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une généralisation possible dans les LMS qui n'existerait pas dans le TMS. Bah, C'est un petit peu ça? Complètement, et même plus que ça, c'est que aujourd'hui, on est avec des logiques de marketplace, et donc on a des contrats avec des tas d'offreurs de contenu du marché. On a, quand ce sont de gros offreurs, des API qui permettent de décrire automatiquement leur catalogue dans notre plateforme, et qui permettent à nos clients de se sourcer de manière agile sur ces contenus. Donc c'est pas effectivement via le TMS qu'on va avoir cette facilité-là. Voilà. Par Oui, contre, les équipes qui pilotent, qui administrent, peuvent avoir cette logique de on peut TMS. même imaginer, je ne sais pas si ça verra le jour, mais que le catalogue ne soit ni
à l'intérieur du TMS, ni à l'intérieur du LMS ou de la plateforme de mobile learning, etc., mais soit devenu en quelque sorte une espèce de périmètre fonctionnel à part entière. De la même façon, je vais essayer de faire une analogie que toutes les données du personnel aujourd'hui ne sont pas forcément dans le SIRH ou dans la gestion de la mobilité ou dans la paye, etc., mais peuvent être déportées à travers ce qu'on appelle le corps RH, hein, c'est-à-dire le cœur RH, le catalogue, au fond, le référentiel de toutes les données collaborateurs. De la même façon qu'on voit aujourd'hui avec des entités comme Clustry et d'autres, qu'il existe des catalogues de compétences, des catalogues standards de compétences, plusieurs dizaines de milliers de compétences qui sont en dehors des dispositifs existants, mais qui peuvent être adressés par les dispositifs existants. Donc on pourrait souhaiter au fond, mais ça se traduit un peu déjà avec les marketplaces, on pourrait souhaiter que tous ces catalogues se trouvent externalisés par rapport aux plateformes, ne serait-ce que pour en faciliter la gestion, la croissance, etc. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, on peut imaginer quelque chose comme ça, Mathieu? Bah, si tu veux, les responsables formation, les chefs de projet formation, les L&D, et cetera, ils ont des clients internes et qui leur posent des challenges et ils doivent pouvoir répondre de manière très rapide à des challenges qui leur sont posés. Donc s'ils ont la capacité d'identifier très facilement les ressources et de les mobiliser, ils répondent dans le temps qui leur est imparti pour pas repasser en dessous de la pile, du manager qui leur a posé la question et donc ils deviennent vraiment, voilà des partenaires, efficaces, ouais. Très bien. Alors juste une dernière chose sur ces contenus. Tu disais, ça m'a frappé, le magasin de jouets, l'apprenant dans le magasin de jouets, et ô combien raison tu as. Je crois que de plus en plus, on se dirige vers une fonction qui va prendre de l'importance, qui est la fonction de curation, c'est-à-dire éviter aux apprenants de procrastiner et d'aller chercher à gauche, à droite, dans des multiples ressources, notamment sur le web, et réussir à construire des catalogues dont d'ailleurs les contenus seront valorisés par les apprenants eux-mêmes qui créeront la communauté des avis qu'ils peuvent avoir sur les contenus mis à disposition par la responsable formation. Et je pense qu'il y a déjà des choses comme ça du côté d'Expertime, sans doute. Bah, en fait, il y a la capacité, qui peut se démocratiser de faire de la curation, des experts, qui peuvent faire de la curation ou des collaborateurs qui peuvent effectivement, créer du contenu. Ensuite, dans la curation, il y a comment est-ce que l'équipe L&D, effectivement peut aussi faire de la curation plus rapidement, plus facilement. Là, par exemple, on a un partenariat avec Edflex qui est typiquement un acteur qui est un méta-curateur, quoi, et qui permet à la fois de nourrir un catalogue et qui permet au L&D de se sourcer dans cette masse de contenu pour composer des parcours spécifiques. Après, l'enjeu, c'est effectivement avoir une traçabilité globale de l'investissement qui est fait et de son usage. Voilà. Bien, passons à la suite. Alors la De la suite, connaissance à la compétence. ouais, voilà. Vaste Alors sujet. comment est-ce que effectivement on va accompagner activement dans le collaborateur dans son voyage vers plus de compétences. Et là, vraiment notre recommandation très très forte chez Expertime, c'est de donner toute sa place au levier de l'évaluation. Et l'évaluation, c'est quelque chose qui est extrêmement diverse potentiellement. Donc là, on a la vue sur bon, la diversité des formats de questions qu'on peut poser. L'important, c'est d'avoir une banque de questions peut-être organisées par thème et par niveau, et qu'on va pouvoir mobiliser pour faire des épreuves de nature différente. Alors des épreuves, ça peut être des quiz formatifs avec du feedback immédiat, différé et de fin d'épreuve avec des recommandations. Ça peut être évidemment du quiz sommatif où là on est sans feedback avec plutôt en mode examen, mais on va également avoir d'autres formats comme les observations. Donc l'observation, c'est je suis un tiers observateur d'une compétence en acte. Et donc ça, c'est des choses qui sont très utilisées en complémentarité. Par exemple, chez Renault, qui va délivrer des habilitations à son réseau technique et commercial, qui sont à la fois des validations théoriques et des validations opérationnelles sur le terrain.
Ensuite, il y a l'adaptive. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant également. Et ça fait partie justement un peu de cette consolidation sur un même environnement, une même plateforme, de toutes ces stratégies possibles. L'adaptive est aussi, comme le mobile micro-learning, une spécialité de sous-famille. Donc là, l'adaptive, c'est plus de l'individualisation, en fait, d'évaluation formative en fonction des zones de difficulté d'un apprenant. Je reviendrai un tout petit peu dessus tout à l'heure. Le 360, ça c'est également quelque chose qui a toute sa place en fait dans un environnement de développement de compétences. On est sur des environnements qui vont de plus en plus aussi s'adresser à l'humain et au comportemental. Et donc le 360 est du coup à toute sa place. À nouveau un exemple de programmes de manager coach avec finalement des radars de compétences en mode 360 avec une auto-évaluation et puis une évaluation par les pairs en début de programme, en fin de programme et puis à une période plus éloignée. Et là, ça permet de voir comment la posture évolue dans la durée. Donc on voit tout l'intérêt de ces stratégies et d'avoir ces différents leviers. Très bien. Eh bien, écoute, on va peut-être pouvoir passer à la suite. On avance, il est 11h37 déjà. Oui. Alors justement, là dans cette logique de fédérer les approches, percutantes, donc sur l'adaptive, on est vraiment, on a l'usage de l'ancrage cognitif. Donc là, on est sur les stratégies de micro-learning qu'on a pu évoquer, qui peuvent être également accessibles via le smartphone. Bon, il y a, je crois, près de 400 études qui ont démontré la supériorité de cette approche-là pour mémoriser plus vite les connaissances et aussi permettre de faire plus de liens entre les connaissances et donc d'être beaucoup plus agile pour les exploiter en situation. Donc c'est toute la force de la remémoration, de ces évaluations temporisées, espacées et individualisées. Ensuite, la formation live. Euh, j'ai vu là pour la deuxième année de suite l'étude ISTF qui montre que les directeurs formation considèrent que les deux modalités les plus impactantes restent le live en formation, qu'il soit présentiel ou classe virtuelle. Donc on comprend bien qu'une plateforme a un très gros enjeu à être très pertinente sur ce sujet-là. Et là, l'idée, c'est on propose par exemple Teams dans la plateforme, mais l'idée, c'est d'amener plus d'interactivité dans la formation et plus d'impact. Et donc, on a là une modalité qui est qui peut être exploitée soit en présentiel, soit en distanciel, avec des formations extrêmement interactives et de la traçabilité. Et Oui, puis je ensuite, t'arrête d'ailleurs un instant ouais, sur ce point parce que vous avez eu à faire face, il me semble, avec un de vos clients au moment où le cours en salle a été en mars 2020 complètement mmh, interdit, alors que les besoins de formation ne cessaient pas pour autant. Donc, vous avez été confronté à la nécessité de passer finalement dans du live à distance la totalité d'un programme qui existait en présentiel de plusieurs jours chez les ouais, clients. ouais. Et là, les outils de la gamme ont été extrêmement précieux pour jouer cela. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas eu forcément une réingénierie pédagogique très importante. Il a été possible, avec des outils d'animation à distance, de quasiment recréer finalement le climat et les approches du présentiel, mais à distance, n'est-ce pas, Mathieu? Bah, c'est ça, en fait, c'est que, on a eu affaire à des clients qui nous ont dit: «Écoutez, nous, on veut pas faire de la réunion de formation en ligne. On a expérimenté, une qualité de pédagogie en présentiel. On veut offrir la même qualité, à distance». Et donc, effectivement, ça a été un peu notre chantier de début de pandémie pour être capable on avait déjà de gros déploiements avec cette logique d'animation du présentiel connecté à la plateforme, et puis c'est devenu également distanciel. Et c'est cette dualité qui nous a valu effectivement une médaille d'or au Brandon Hall Awards sur ce sujet. On voit là, effectivement, donc une formation qui serait sur les power skills et puis une formation d'un organisme là qui s'appellerait Interfort, qui est un autre client. C'est en fait l'idée aussi que c'est
l'entreprise peut faire levier sur ses fournisseurs externes aussi pour animer avec les solutions de l'entreprise. Alors ensuite, le comportemental, parce qu'on a parlé du cognitif, il y a l'ancrage comportemental. Et en fait, là, on a en fait une stratégie qui est assez similaire à celle de l'ancrage cognitif, sauf que là, on va demander en post-formation à l'apprenant s'il a réussi à mettre en œuvre les différents enjeux qu'il concerne et identifier les difficultés qu'il pourrait avoir. Et donc là, de manière espacée aussi, on va aussi l'accompagner dans la mise en œuvre. Donc c'est le micro-learning et le micro-doing qui se complètent et toujours en faisant levier sur une même façon de produire les questions, une même banque de questions. Oui, ce qu'on appelle le micro-doing, en l'occurrence, c'est fondé sur la notion de nudge, hein, je pense, Mmh. c'est-à-dire, au fond, ce qu'on va retrouver sur nos smartphones, par exemple, lorsque on s'abonne à des programmes d'activité physique, le nombre qui confirme le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, ce qu'on est en retard, en avance, on décroche même une petite récompense parce que le programme de la semaine a été bien tenu. Bref, l'idée du coup de pouce qui permet en permanence finalement de solliciter l'apprenant pour soit confirmer ce qu'il a appris, soit le mettre en pratique, soit développer des nouvelles connaissances. C'est un petit peu une voie nouvelle hein, depuis qu'on voit apparaître depuis quelques années, mais qui est en train de se confirmer, notamment depuis l'arrivée de ces outils sur le learning. Je vois que tu en parles et j'en suis très heureux parce que je pense que c'est très efficace. Même si parfois ces suggestions, on les laisse de côté, on n'est pas obligé d'obéir systématiquement à la machine. Hein. Voilà, et puis bon, l'idée du coaching terrain, c'est qu'un collaborateur peut aussi avoir envie de solliciter un accompagnement, donc un événement d'accompagnement, et pour avoir du feedback de son manager ou d'un père, par exemple, qui est peut-être plus avancé. Je vois que Luc demande avec quels outils réaliser des visualisations impactantes de la traçabilité, mais tu as peut-être prévu de parler un peu de visual, de data visualization plus Oui, tard, hein, je c'est crois. un sujet qu'on va faire Très là important. assez rapidement sur effectivement cette fin de séminaire. Ensuite, sur donc la notion de compétence aussi, c'est aujourd'hui quelque chose qui s'intensifie, de piloter par la compétence. On évoquait tout à l'heure le fait de mieux accompagner l'apprenant. Donc c'est un métier, mais plusieurs rôles aujourd'hui. En fait, le titre qu'on a ne définit pas toujours les rôles qu'on a, donc on peut avoir plusieurs rôles et donc des profils de compétences potentiellement qui seraient associés aux différents rôles qu'on a. Et là, on peut choisir des approches différentes qui sont plus en termes de combinaison d'autodéclaration ou de choses qui seraient plutôt objectivement évaluées. C'est que la plateforme doit permettre de définir précisément ce qui valide ou pas ou dans quelle proportion en fait une compétence, identifier la manière d'aller combler les gaps de compétences que ça peut révéler. Donc ça va être le rôle que va jouer la plateforme et puis qui est une sorte d'empowerment du collaborateur aussi pour créer des automatismes à chaque fois que c'est possible. Très bien. Voilà, donc bon, on va assez rapidement sur la conciliation de la formation client externe et interne, avant d'aller justement sur la visualisation et la traçabilité. C'est un sujet qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et effectivement, on peut avoir des logiques de servir des clients finaux, des partenaires et des distributeurs, des collaborateurs freelance, des formateurs, des OF externes qui embarquent sur l'environnement de l'entreprise, la logique de l'écosystème. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont développer des offres dont la valeur repose sur les savoir-faire de l'entreprise et de l'écosystème. Je sais pas, on peut imaginer par exemple les artisans pour Leroy Merlin, qui font partie aussi potentiellement de la proposition de valeur globale. Donc, on voit effectivement l'importance que ça a d'avoir cette souplesse d'adresser des publics différents. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une plateforme qui est très souple pour être scénarisée suivant les différents usages. Et puis être profilé suivant les différents publics. Par exemple, chez Auchan, ça va être les franchisés et les collaborateurs. Euh,
Voilà, donc le cas de Dalloz, chez nous, il est intéressant, c'est Dalloz Coaching, c'est formation préparation des étudiants au concours d'avocat, et la plateforme va permettre, alors qui est une plateforme de freemium, c'est ce qui convient bien à ce public, donc ils vont pouvoir tester les solutions sans être connectés, puis ensuite ils vont pouvoir choisir le plan qui leur correspond bien. Et puis, suivant la date à laquelle ils vont finalement ouvrir leur compte, ben, il leur reste plus ou moins de temps pour se préparer au concours. Et donc, la plateforme va les aider à s'organiser par rapport au temps disponible qui leur reste. Voilà. Sur un autre domaine, on a un partenariat avec BC Diploma, qui est un acteur des badges et des certificats sécurisés dans la blockchain et partageables sur les réseaux sociaux. Et donc ça permet aussi, quand on a, ça peut être valable pour des collaborateurs internes comme l'écosystème, on comprend bien pour des partenaires notamment, c'est délivrer en fait des badges et certificats qui sont inviolables, qui sont qui peuvent être exposés donc sur LinkedIn par exemple, et qui deviennent indépendants de la plateforme qui les a générés. C'est-à-dire que l'utilisateur peut ne plus être un utilisateur actif sur la plateforme, mais son badge lui reste attaché avec toutes les preuves d'obtention derrière. Voilà, donc ça c'est un point qui est également intéressant. Voilà, et quand on est sur voilà des portails aujourd'hui un peu raffinés, si je prends le portail qui s'appelle Nouma ici chez Leroy Merlin, donc on va avoir on va servir plein de sujets différents, des publics différents. Ça peut être les directeurs de magasins qui vont avoir accès à un environnement qui leur est propre. Ça peut être la culture d'entreprise qui est servie par un mini-site sur la culture d'entreprise, hein, les valeurs et donc la présentation des valeurs de l'entreprise et des bons comportements, les savoirs de l'habitat, qui est un portail un peu transversal sur la culture de base de chaque collaborateur de Leroy Merlin. Voilà, donc c'est cet environnement qui peut être décliné pour supporter un projet ou telle dimension, et qui permet de s'émanciper d'un intranet aussi. Alors, ce qu'on peut comprendre là dans ce que tu dis, c'est une chose fondamentale, à savoir que une plateforme technologique peut être aussi considérée comme une espèce de finalement de générateur ou d'outil auteur de portail, et qu'à partir de la même plateforme, on peut Mm. avoir différents portails. Alors, par exemple, si je suis un groupe dans le luxe, eh bien, je peux avoir un portail par grande marque avec à chaque fois sa customisation, son identité visuelle, etc. Mais je peux aussi avoir un portail pour les collaborateurs internes, voire plusieurs portails en fonction des entités auxquelles les collaborateurs appartiennent, et des portails pour finalement les partenaires de l'entreprise, que ce soit les clients, etc. Donc l'idée, c'est bien ça, c'est d'avoir une organisation telle, suffisamment souple, qui permet avec une même plateforme, quand c'est possible, de générer divers portails qui donnent le sentiment à chacun des publics concernés par chacun des portails d'avoir finalement son espace en tant que tel qui diffère des autres espaces. Mais dans la mesure où tout est produit par la même plateforme, on peut imaginer qu'il y a comment dirais-je, des mutualisations incroyables qui sont possibles, que ce soit en termes de partage de contenu, en termes de partage d'informations, voire même de processus, etc. Est-ce que c'est ça l'idée? Est-ce que tu confirmes au fond que finalement, à partir du moment où l'entreprise considère que le collaborateur, c'est presque devenu un client, il faut le soigner comme un client, sinon il s'en va à la concurrence, Mm. on est dans un monde où les frontières s'estompent, et au fond, on a affaire à des systèmes qui vont s'étendre un petit peu, non seulement aux collaborateurs, mais aux partenaires. Est-ce que c'est ça l'idée générale, Mathieu? Bah, c'est ça. Alors, ça suppose que l'environnement te permette de C'est pas définir simple. des rôles de pilotage Oui. différenciés, parce que tu peux avoir des équipes différentes qui pilotent des sujets différents. Donc ça, là, c'est la puissance de définition des rôles de la plateforme. Puis on a des cas un peu extrêmes, comme la Fédération des caisses de retraite, où on a 13 compagnies de retraite assurance qui ont chacun un sous-domaine, et qui peuvent aussi aller se nourrir d'une marketplace commune à cet environnement, parce qu'en fait, ils ont une logique de mutualisation et en même temps une logique d'autonomie. Voilà. Si on passait Oui, à la mesure de l'impact de la formation. voilà. Donc on y est.
Alors là, comment est-ce qu'on va mesurer? Et on est vraiment sur un sujet qui est très important, je pense. On va mesurer différemment suivant l'étape dans laquelle on se trouve, hein, donc le niveau de maturité. Je dirais que quand on rationalise l'écosystème avec la manière dont on le propose, avec une plateforme de type XLMS qui va fédérer beaucoup plus de solutions, on va avoir donc ce que les anglo-saxons appellent le TCO, Total Cost of Ownership, qui va finalement pouvoir être un peu plus ramassé avec cette rationalisation de l'écosystème. Ensuite, on va pouvoir évaluer les dimensions, l'impact qu'on a sur le cognitif, c'est-à-dire sur les connaissances, l'impact qu'on a sur le comportemental, et puis enfin l'impact qu'on a sur l'opérationnel. C'est un peu les différentes étapes sur lesquelles on va pouvoir travailler. Alors le ROI, c'est pas que le seul impact à aller chercher. Là, c'est pas la première finalité, dit Will Thalheimer, qui est un personnage intéressant dans les stratégies justement de construction d'approches pédagogiques et d'évaluation. Et en même temps, c'est pas parce qu'on est dans une approche d'organisation apprenante qu'on se soucie pas de savoir quelle est la performance qu'on a développée. Et donc, c'est là où on va aller dans des approfondissements jusque le décisionnel learning, et on va voir dans les slides suivants comment on articule ça. Mais effectivement, la finalité qui est accessible, c'est d'aller faire des corrélations avec du turnover, du niveau d'engagement, des résultats commerciaux. Donc, c'est cette possibilité d'aller finalement produire des indicateurs intéressants. Voilà. Alors, c'est vrai que ce schéma avec 4 blocs et une échelle qu'on grimpe me rappelle un petit peu le modèle de Kirkpatrick, même si ce n'est pas le modèle du Kirkpatrick qu'on a sous les yeux. Mais je veux dire par là que cette analogie permet de remarquer qu'on peut aussi le descendre plutôt que le monter, c'est-à-dire commencer par se préoccuper quel est l'impact qu'on veut que la formation doit avoir sur les opérations, sur la performance, et après imaginer au fond quels sont les comportements qui permettraient d'obtenir l'impact en question. Et donc analyser, passer dans une analyse un petit peu plus fine qui se situe être une analyse au niveau du comportement, et ainsi de suite descendre. Donc, en fait, on a la possibilité d'entrer dans ce schéma de différents endroits. Je mets le TCO à côté, ça c'est extrêmement important, c'est penser constamment à rationaliser effectivement le dispositif dans lequel on est. Bah, c'est certain que quand on vient de 23 solutions L&D à sourcer, il y a quand même matière aujourd'hui, effectivement, aussi à Et avoir surtout dans des équipes quelques formation qui ne sont pas soulagements forcément économiques. pléthoriques, Ouais. hein. Ouais, ouais. Et donc voilà, c'est comment mesurer l'investissement à l'œuvre, hein, et comment mesurer le lien entre connaissances, compétences et performance. Alors Alors, bon, voilà, je on pense revient qu'aujourd'hui, d'ailleurs sur les sources multiples, hein, hmm, tous les systèmes d'information dont tu parlais, et ça n'a pas posé sans poser de problème, évidemment. oui, alors bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez connu maintenant, ces banques de données pédagogiques qui permettent voilà, de faire pointer plein voilà, de solutions. La data visualisation va pouvoir effectivement se sourcer à la fois de la plateforme et puis de ses sources complémentaires. Maintenant, c'est vrai que ce qui va être intéressant avec la plateforme, là on en revient sur l'enjeu central de la plateforme, c'est qu'elle connaît l'organisation. Donc elle sait qui est manager de qui, quelles sont les équipes, et les équipes sont changeantes, elles ne sont pas forcément liées à la hiérarchie. Donc, on a à la fois la connaissance hiérarchique, mais aussi la connaissance des logiques de groupe dynamiques qui évoluent. Et les entreprises sont de plus en plus des équipes d'équipes. Donc, c'est des choses qui ont de l'intérêt. Euh, donc, on va avoir le focus sur voilà, qu'est-ce qu'ont besoin de connaître les différents profils, et on va accompagner, alors de manière très, je dirais, très immédiate, la météo de l'apprentissage pour un manager de manager, un superviseur d'organisation, etc., en leur indiquant s'il y a des sujets sur lesquels ils doivent prêter leur attention, parce que ce sont des sujets sur lesquels les collaborateurs sont attendus. Et donc, capacité de zoomer et puis d'aller accompagner ou relancer les collaborateurs qui auraient des difficultés. Et là, on va pouvoir faire ça sur un écosystème L&D unifié, c'est-à-dire qui va de la formation au coaching, de la synchrone au synchrone. C'est sur toutes ces dimensions. C'est là où c'est quand même voilà, intéressant, cette consolidation. Alors, conjuguer le XLMS avec LRS et outils de BI, ça permet effectivement voilà, de donner
aux acteurs de l'organisation qui ont vocation à voir ces indicateurs, de la data visualisation dynamique. Voilà, et qui permet derrière de. Alors, je sais pas, on est en train là pour Fnac Darty de mettre en œuvre en fait notre plateforme et on est en train de discuter des indicateurs et dans les indicateurs qui les intéressent et qui leur permettent de dynamiser l'organisation, il y a la possibilité de se comparer. Et donc, comparer des rayons de régions différentes entre eux, comparer des magasins entre eux, etc. Voilà, toutes ces possibilités de se comparer. Euh, donc, on a ensuite cette possibilité de réfléchir aux indicateurs qui ont du sens. Alors, un sens introverti, je vais dire, c'est OK, qu'est-ce que fait le département L&D en termes de dynamique d'apprentissage, de dynamique de comportement apprenant, de, de, de cours qui sont terminés dans les temps, etc. Et puis, extraverti, c'est plutôt quel lien on est capable de faire avec les enjeux de l'entreprise, hein, les enjeux opérationnels de l'entreprise. Donc voilà, on a cette possibilité-là aujourd'hui qui nous paraît intéressante. Voilà. Alors, moi, j'aimerais. Alors, d'ailleurs, je souligne que Yves dit à juste titre qu'un glossaire des acronymes utilisés dans la présentation nous sera utile. Donc, moi, je suggère aux équipes d'Xpertime, J'avais fait des si, efforts importants, mais bon, voilà, c'est si jamais elles n'en suffisant. disposent pas Ouais, déjà, de créer ouais. ce glossaire, et ce serait bien utile, je pense, à tout le monde. Mais là, rien que dans cette dernière planche, il y a plusieurs acronymes. Alors, BI, c'est Business Intelligence, hein. Donc, Ouais. ce sont des outils qui permettent d'analyser tout simplement les données, de faire des corrélations, etc., etc. Donc, on est dans des outils statistiques. LRS, mais je vais te laisser la bonne chose pour toi, Ouais, Mathieu, ne t'inquiète c'est pas. donc LRS, c'est le Learning Record Store. C'est au fond, mais là, on rentre dans un autre domaine qui est le monde de la norme SCORM, XAPI. remplacée par la norme XAPI, Je dirais euh, complété. complétée par la norme Mm. XAPI. Tu peux peut-être en toucher un mot, mais je voudrais surtout que tu définisses au fond ce que c'est qu'un XLMS, parce que c'est le thème de notre webinaire. On aurait pu dire, avez-vous besoin d'un LMS? Et là, on a dit, avez-vous vraiment besoin d'un XLMS? Alors, XLMS, qu'est-ce que c'est qu'un XLMS, Mathieu, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et quelle est sa promesse au fond? Bah, le XLMS, en fait, t'as compris le message, c'est que c'est une solution qui finalement vient porter un peu les différents sujets du développement de compétences. C'est vraiment sa mission. Et donc, elle s'est inspirée, cette solution, des outils qui permettent de créer de la ressource, que ce soit de la ressource pédagogique ou de la ressource d'évaluation. Donc ça, c'est sur la dimension création, création des contenus, hein, donc qui est porté nativement et pas uniquement par des outils externes. Tu vas avoir donc la dimension pilotage qui est, je dirais, nativement ce que font les LMS pour le coup, mais qui est étendue, donc avec cette dimension création, avec la dimension de l'engagement, sur tous les leviers de l'engagement que j'ai évoqué tout à l'heure, dans le mobile micro-learning et les sujets de la gamification. Donc nous, on a travaillé avec des spécialistes de l'engagement qui travaillent notamment pour des entreprises comme Ubisoft, qui sont des entreprises qui savent engager des utilisateurs dans la longue durée. Hein, c'est pas de l'excitation événementielle, c'est vraiment aussi savoir travailler l'engagement dans la longue durée. Donc ça, c'est les sujets de l'engagement également sur du live plus percutant. Hein, c'est pas de la réunion de formation, c'est vraiment de la pédagogie engageante. Voilà. On voit qu'il y a des sujets, chaque sujet se décline. Et puis enfin, le sujet qui, pour le coup, est vraiment l'absent des LMS tels qu'on peut les voir, c'est le sujet du coaching. Donc on s'est beaucoup intéressé aux stratégies euh, euh, qui datent pas d'hier, hein, les stratégies 70-20-10 qui donnent la part belle en fait aux 70% de la compétence issue de l'expérience. Et donc ça nous paraissait essentiel que les plateformes puissent accompagner la création de compétences sur le terrain. Voilà. Donc on a
voilà, aujourd'hui, des clients maintenant qui sont passés à l'action sur ces sujets-là. Ça se développe de plus en plus. Bon, j'ai en tête là un sujet chez Total justement qui voilà, s'est engagé sur cette logique de développement de compétences sur le terrain. Voilà, donc c'est ce continuum-là qui est en fait ce que représente le XLMS. Eh bien, mon cher Mathieu, je te remercie. On est quasiment arrivé à la fin. Je voudrais, on va peut-être prendre 2 ou 3 remarques qui ont été faites par notre audience, décidément active. Mais je pense qu'il y a eu des remarques sur le vocabulaire, les acronymes utilisés. En fait, ça va un petit peu plus loin que le simple usage d'acronymes. C'est que vous avez bien compris que derrière tout ça, il y a des concepts, il y a des notions, il y a tout un corpus de compétences et de connaissances à développer par les responsables formation aujourd'hui, qui est né en fait avec le développement du e-learning il y a 20-25 années, qui n'a cessé de progresser. C'est vrai qu'on a du mal avec le français à se raccrocher à tous ces concepts, mais il n'y a pas que les mots à comprendre. Il y a aussi tout ce qu'il y a derrière et qui est d'une certaine complexité, je l'avoue. Et malheureusement, c'est la complexité qui guette aujourd'hui les responsables des services formation. Donc, il y a un minimum à apprendre. Voilà, vous devez développer absolument cette compétence si vous voulez tout simplement savoir de quoi vous parlez quand vous rédigez un cahier des charges. Donc, il y a un effort personnel à faire et je pense que toutes celles et ceux qui participent au webinaire aujourd'hui en ont conscience, puisque c'est aussi le sens même de leur participation. On a une remarque Juste, de… Oui, Michel, vas-y. juste là-dessus sur ces acronymes anglais, parfois ils ont du bon effectivement, et il y en a qu'on aime bien. Par exemple, on n'a pas envie de remplacer week-end par fin de semaine. Mais Exactement. bon, il y a quelque chose qui se trimballe dans week-end qui est supérieur à fin de semaine, je crois. Oui. Et puis, j'ajoutais dans un commentaire que le mot e-learning est entré dans le dictionnaire officiel de la langue française déjà depuis au bas mot une dizaine d'années. Donc, preuve même que les académiciens ont du mal comment dirais-je, à écrire, à trouver l'équivalent français. Il y a une remarque de Ludivine qui dit, mais sauf erreur, je n'ai pas entendu parler de social learning dans votre exposé. Donc, ton point de vue là-dessus, Alors, Mathieu? oui, non, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Le social learning fait partie voilà, du dispositif en fait, et les communautés apprenantes sont soit transversales, soit réservées à des populations, soit associées à une formation. C'est évidemment un sujet qui est tout à fait important. Ce que certains appellent le collaborative learning, Oui, utilement. Mmh. bien. Nous sommes bien Et d'accord. il est temps de clôturer. J'ai vu d'ailleurs qu'un certain nombre de besoins s'exprimaient à l'intérieur du chat, des questions auxquelles il n'a pas été forcément répondu, etc. Donc, la main est à Expertime maintenant pour maintenir le contact et poursuivre la conversation avec vous. Vous avez bien constaté que Mathieu c'est de quoi il parle, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, et puis comme je le connais depuis suffisamment d'années, c'est un giver, comme on dit, c'est quelqu'un qui donne sans forcément attendre en retour. Il est passionné par ces questions. Si vous avez des questions à poser avec lui, un bout de chemin avec lui, à faire avec lui et avec Expertime, n'hésitez pas. Et donc, pour les questions qui sont posées sur le replay, oui, je pense que tu as prévu d'envoyer un replay de l'ensemble du webinaire, Mathieu. Absolument, vous allez tous avoir un accès au replay. Bon. Eh Voilà. bien, je vous souhaite un bon appétit, appétit terrestre et appétit de connaissance. Mathieu, mille merci pour les éclaircissements que tu nous as apportés. Et puis, bonne continuation, confraternellement, en digital learning ou en formation à distance si vous préférez. Merci Michel, et merci à vous tous, Merci à vous tous. et Au à très revoir. bientôt, j'espère. Merci.